Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e séance en JavaScript. Aujourd'hui nous allons parler des fonctions. On va voir pas mal de détails concernant cette notion très importante en programmation. On passera par contre à côté de certains détails puisqu'on n'a pas encore abordé la programmation objet et ce sera l'occasion à ce moment-là de revenir, d'accord, sur certaines parties concernant les fonctions quand on en sera à ce stade, on va dire, de la formation et qu'on aura abordé toutes ces choses-là ensemble. Pour le moment on va se contenter comme d'habitude de passer, alors je vais mettre comme ceci, par un fichier HTML qui charge notre fichier JavaScript, notre petit script est ici, et via notre page HTML ici, donc dans un navigateur, pouvoir afficher quelque chose pour que vous ayez en tout cas un résultat visuel à l'écran. Donc on va voir tout ça. Alors, encore une fois, vous le savez, je ne vais pas le répéter tout le temps, je pars toujours du principe que chaque formation est bien distincte et que c'est peut-être le premier langage de programmation que vous étudiez, donc on revoit vraiment les choses à la base pour que vous puissiez vraiment tout comprendre, surtout si c'est effectivement la première fois que vous vous lancez dans la programmation. Dans vos programmes informatiques, dans votre code, vous avez remarqué que vous avez étudié et appris à utiliser tout un tas d'instructions, d'accord, que ce soit par exemple l'usage de quelques fonctions. D'ailleurs, on a eu quelques fonctions, notamment quand on faisait par exemple console.log, ok, on utilise pour la console la fonction log qui permet d'afficher en console un message. On a vu également très rapidement par exemple de faire un document.write pour afficher un message. Là pour le coup sur le document HTML, chose qu'on fera d'ailleurs pour que vous ayez un meilleur affichage. Et on a étudié, en vue en tout cas pas mal de notions comme les variables, les conditions, les boucles, etc. qui sont très importantes aussi. Toutes ces instructions, vous allez avoir souvent des opérations assez répétitives ou alors qui auront besoin d'être réutilisées à plusieurs reprises dans un programme. Et pour éviter justement cette répétition, d'accord, par exemple, je sais pas moi si j'ai besoin d'afficher, alors je ne sais pas, voilà, je sais pas forcément si ça ce serait utile, mais admettons en deux parties, on affiche ça comme ça. Attendez, on va faire ça comme ça, hop. Et ensuite on fait ça. Voilà, d'accord. On voudrait afficher par exemple Hello World. Alors c'est un exemple très simple parce que pour rester au plus simple, pour que vous puissiez bien comprendre. Et admettons qu'à un autre moment de votre programme, vous ayez besoin de réeffectuer les mêmes instructions, c'est-à-dire de réafficher ce message. À un autre moment de votre programme, vous serez obligé, sans l'usage de fonction, de répéter les instructions concernées, d'accord. Et si à un autre moment j'ai besoin de refaire cet affichage là, il faudra éventuellement le réafficher, d'accord. Donc on va avoir comme ça un affichage répété à plusieurs endroits du programme en répétant autant d'instructions que nécessaire. Donc si la partie de code concernée, puisque sur un vrai programme il n'y aura pas que deux petites instructions comme ici, mais vous avez éventuellement plusieurs dizaines de lignes, ça va évidemment pas rendre le code optimisé et vous allez avoir de la répétition inutile. Pour cela, et c'est un des premiers principes, une des premières utilités des fonctions, c'est de pouvoir factoriser, c'est-à-dire qu'on rassemble tout le code qui pourrait être répété dans un programme, et on va le mettre dans une boîte, qu'on appelle du coup une fonction, d'accord. Et dès qu'on aura besoin d'afficher par exemple ce code bien précis, c'est le nom de la boîte qu'on appellera pour lui dire voilà, on appelle la fonction, et elle exécutera du coup toutes ces instructions. Ça fait que la seule chose que vous aurez à répéter, et ça de toute façon il n'y a pas vraiment de choix en programmation, c'est l'appel à la fonction en question. Et vous allez voir que c'est pas seulement une histoire de ça, puisqu'il va y avoir une histoire de paramètres qu'on pourra utiliser et de pas mal d'autres fonctionnalités très intéressantes. Donc là, ce que je vais faire ici, on va commencer par la création de notre fonction à nous. Vous avez vu, donc on peut utiliser des fonctions de JavaScript, il n'y a pas de problème, les fonctions existent, vous pouvez vous en servir, et il n'y a pas besoin de savoir comment elles sont conçues, d'accord. Ici, jamais on a vu dans cette formation comment était faite la fonction write, ici. On a juste vu voilà, que pour document, on avait une fonction qui s'appelle write, et on peut l'utiliser, on lui passe un texte ici, et elle l'affiche, d'accord, sur notre page HTML. Très simple, donc juste par ça. Donc nous, on va créer notre fonction ici. On va faire, alors je vais peut-être pas tout enlever d'ailleurs, on va faire ça. Cette partie-là, je vais le couper. Hop. On va faire notre fonction. Je vais l'appeler Hello World. Là, on va rester sur un terme très simple. Ici, pour moi, vous voyez, je mets des parenthèses vides. Vous comprendrez un petit peu pourquoi plus tard. Et je fais ceci. Tout simplement. Voilà. Là, si j'actualise ma page, vous voyez qu'il n'y a absolument rien qui s'affiche. J'ai fait ce qu'on appelle une définition de la fonction, d'accord. J'ai défini une fonction, j'ai dit je vais créer une fonction qui s'appelle Hello World, qui pour le coup, on va en parler un peu plus tard, n'attend et ne prend en tout cas aucun paramètre, et voici les instructions qu'elle va faire à chaque fois qu'on va l'appeler. Elle va afficher Hello, elle va afficher World, et terminer. Et ensuite elle se terminera ici. Comme pour le principe des structures conditionnelles ou des boucles éventuelles, on peut utiliser, enfin en tout cas on va utiliser des accolades, ok, pour définir justement le début et la fin de la fonction. Et le petit mot-clé function qui indique voilà, que nous allons définir une fonction ici. Voilà, cette fonction pour le moment ne retourne aucune information, vous allez voir un petit peu qu'on peut retourner des données à une fonction, donc là aucun retour de fonction, et d'ailleurs je viens de le voir ouais, quand je passe ici la souris sur l'éditeur, vous voyez qu'il met le mot-clé void, voilà, qui indique en fait rien, voilà, le retour est vide, ok, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est retourné par la fonction.
Maintenant, comment je fais quand j'ai besoin d'afficher ça, comme tout à l'heure? Eh bien, encore une fois, on va faire un appel à la fonction. Un appel à la fonction, c'est très simple, c'est le nom de la fonction, et si elle a besoin de paramètres, on les indique, mais là, comme elle en a pas, les paramètres, les parenthèses sont vides, comme pour la définition. Le petit point virgule de fin d'instruction, terminé, voilà. À n'importe quel moment, dès que j'aurai besoin de réafficher ces deux lignes, j'aurai juste à répéter l'appel à la fonction. C'est beaucoup plus économe, et l'avantage, c'est que à partir du moment où vous faites ça, demain, si je veux changer, alors on va déjà faire un affichage ici, j'actualise, vous voyez que tout s'affiche sans problème. Si demain on a besoin de changer ce que fait cette fonction Hello World, eh bien on pourra tout simplement changer dans cette fonction là, d'accord? Donc je sais pas moi, ceci, et rien qu'en changeant la fonction, elle sera répercutée partout, d'accord? Vous voyez que je n'ai pas retouché aux appels de la fonction. Donc très pratique pour factoriser du code, hein, c'est le terme qu'on peut employer, pour assembler un code qui peut être répété ou qui est répété dans un programme au sein même d'une fonction, et ensuite la seule chose qu'on a à répéter, c'est la répétition. L'avantage, c'est que dès que vous modifiez cette fonction-là, tout est répercuté sur chaque endroit où vous l'avez appelé. Donc ça c'est très très pratique, et ça a quand même son utilité. L'avantage aussi que ça peut avoir, l'utilisation en tout cas de fonctions, c'est notamment l'organisation du code. Il est beaucoup plus facile de s'organiser en disant, je sais pas, par exemple, vous voulez, admettons, sur un site web récupérer tout un tas d'informations, on peut aisément imaginer d'avoir par exemple une fonction pour, je sais pas moi, get news, d'accord, qui serait une fonction qui récupère par exemple les news d'une base de données. Hein, si on veut même être précis dans le terme, on pourrait même faire ceci, get news from database, ok, donc on peut imaginer tout un tas de trucs ici là-dedans. Okay, avec du code. Ensuite on aurait par exemple function, je sais pas moi, qui pourrait par exemple, alors au début ça récupère les news, après ça peut être par exemple lister les news, d'accord, ou les afficher ou ce genre de choses. Donc on pourrait comme ça avoir différentes fonctions pour hiérarchiser les informations et surtout pour pouvoir bien tout organiser, d'accord. L'astuce, surtout si vous démarrez, que vous savez pas trop quelle quantité de code il faut mettre dans une fonction, donc déjà c'est du code qui peut être répétable, d'accord, qui peut être répété au niveau de votre programme, et il faut le voir comme étant une fonction pour une fonctionnalité. En gros, dans l'idéal, une fonction ne devra faire qu'une seule chose, ok. Là par exemple, on comprend très bien qu'avec cette fonction-là, son seul travail, même si elle va avoir plusieurs instructions pour le faire, d'accord, ça veut pas dire que comme il n'y a qu'une seule chose à faire, il n'y a qu'une seule instruction à exécuter, d'accord, il peut y en avoir plusieurs et il y en aura plusieurs de toute façon, ça veut simplement dire qu'elle ne doit faire qu'une seule chose, d'accord. Évitez de faire des fonctions qui vont faire en fait 3 gros traitements à l'intérieur. Là on comprend très bien, et le nom nous aide déjà à auto-documenter le code, ça c'est très important, de voir qu'elle va juste récupérer des news d'une base de données. Mais elle va évidemment avoir besoin de plein d'instructions pour le faire. Mais elle ne fait qu'une seule chose, d'accord? Si on commence à essayer d'afficher les news avec cette fonction haute, elle remplit déjà une autre tâche et ce n'est pas forcément optimum de procéder comme ça. Donc voilà comment ça fonctionne. Concernant le nommage, très rapidement pour les fonctions, j'en ai même pas parlé pour le moment puisque c'est comme pour les variables. Tout ce que je vous ai expliqué sur le nommage des variables est tout à fait viable et valable pour le nommage des fonctions. D'accord? Donc rappelez-vous, caractères, comment dire, lettres et ensuite des chiffres ou non, enfin des caractères en fait numériques éventuellement, pas de caractères spéciaux, hein, ça c'est dans tous les cas, pas d'espace, pas ce genre de choses, mais vous pouvez utiliser le underscore, il n'y a pas de problème. Au niveau après de la casse du texte, vous pouvez faire encore une fois du camel case, genre comme ceci, hein, my function, on peut faire en snake case si vous voulez, comme ceci, vous pouvez faire en Pascal case, voilà, différents termes en fait pour écrire comme vous le voulez, et vous pouvez même inventer, enfin vous pouvez faire vos mélanges, peu importe, ça c'est pas, alors, il m'a tout changé là. Hop, voilà. C'est vous qui voyez, encore une fois, ça c'est aussi l'astuce que je donne dans les autres formations, vous pouvez choisir un petit peu la manière de nommage que vous voulez, d'accord, la convention de nommage que vous voulez. Par contre, essayez de vous y tenir tout au long du programme. C'est-à-dire que si vous avez un programme de plusieurs lignes, n'écrivez pas à un moment donné vos fonctions comme ça, et puis à un autre moment, vous l'écrivez comme ça. Essayez de toujours respecter les mêmes conventions pour que ce soit beaucoup plus cohérent au niveau de votre code. Après, pour le reste, si vous préférez cette notation par rapport à celle-là, ou celle-là, il n'y a aucun problème, c'est vous qui voyez, hein, c'est selon vos préférences, et là-dessus, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, le mot-clé function, pour résumer, un nom à notre fonction, donc, je vais le mettre comme ça là ici, function name, entre parenthèses d'éventuels paramètres, mais on va revenir dessus, les accolades pour délimiter tout le contenu, donc la portée en fait de notre fonction, c'est-à-dire ça c'est tout ce qui est à l'intérieur de la fonction, et là toutes ces instructions, ok. Tout ce qui va être défini maintenant dans cette fonction, par exemple je vais faire ceci, regardez, je vais créer ici une variable data, et je vais mettre OK, et je peux faire par exemple ceci, on peut tenter pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, je vais dire d'afficher, je vais y arriver,
le contenu de data. En gros, là, je lui demande d'afficher une variable qui n'existe pas. Vous voyez ici, elle n'a pas été créée dans cette fonction-là. Elle est à l'extérieur. On teste et vous allez voir tout simplement que nous n'avons aucune information d'afficher. D'accord? Alors, c'est un peu embêtant parce que normalement, je vais faire plutôt ça même. Un console.log. Attendez. Test. Voilà. Pourquoi il m'affiche pas le test? C'est embêtant. Où est-il? Ah. Je dois avoir des erreurs quelque part. Inspector. Oui, je ne l'ai pas appelé, attendez, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, hein, je ne pas réveillé encore. On va y arriver. Voilà, faut appeler la fonction, sinon évidemment elle ne s'est jamais exécutée. Et vous voyez, parce que j'avais dit oui, normalement ça doit s'afficher, qu'on n'a pas de problème pour afficher l'information, d'accord, liée à ça. Tout simplement parce qu'ici on est dans une portée, ça c'est important, là on parle pour le coup de portée des variables concernant notamment les différents endroits de votre programme. Et là, quand vous êtes en dehors de toute fonction, vous voyez, je suis directement dans mon script, on parle de portée globale, d'accord, c'est la portée générale. Donc si je définis une fonction dans cette portée générale, cette fonction aura bien accès aux variables, donc aux données de la portée générale. Vous voyez qu'ici, data a été pourtant créé, donc déclaré, initialisé en dehors de la fonction function_name, mais on peut sans problème accéder à cette information-là. Maintenant, faisons ça par exemple. Data2 égale 14. Ok, pourquoi il me met comme ça? Il n'est pas content? Oui, sa valeur n'est jamais lue, mais ça on s'en fout. C'est un petit avertissement, j'aime pas les éditeurs qui vous mettent 15 000 trucs. Voilà, écoute, comme ça c'est lu, t'es content, voilà. Il est content, il est content. Voilà, très bien, parfait. On fait ça, d'accord? Ici, dans function name, je déclare et j'initialise ma variable data2. Maintenant, regardez, je viens en dehors ici de ma fonction, donc je reviens dans la portée globale, et je dis, alors je vais l'afficher, tiens, essayer de l'afficher dans la console pour changer un peu, d'afficher data2. Qu'est-ce qu'on observe si j'actualise? Il vous met tout simplement que data2 n'est pas défini, d'accord? Il y a une reference error, d'accord? Qui indique simplement qu'il n'a pas de variable data2 qui existe dans cette portée-là. Donc attention un petit peu à cette différenciation, j'en parle, j'insiste là-dessus parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait quand on démarre en programmation, et en plus selon les langages, la portée des variables peut changer d'un langage de programmation à l'autre. Donc c'est pas quelque chose qui est universel et qui fonctionne absolument de la même manière pour tous les langages de programmation. C'est pour ça que j'insiste bien ici par rapport au changement que ça fait. N'oubliez pas également que pour les variables, selon tout ce qu'on a vu sur la séance dédiée, avec le mot-clé var, le mot-clé let, le mot-clé const, etc., il peut y avoir des changements aussi de ce côté-là. Donc là, ce qu'on va créer, définir dans la fonction, n'est disponible que dans cette fonction, y compris dans des fonctions imbriquées, mais on va en parler un petit peu après dans cette vidéo. Et là par contre, tout ce qui est fait dans la portée globale est bien évidemment accessible dans les fonctions définies dans cette portée globale. C'est ça qu'il faut retenir par rapport à ça. Ok, alors on va tout changer comme ceci. On va faire une nouvelle fonction par exemple qui va calculer, donc c'est fonctions classiques, hein, j'utilise quand même assez souvent cet exemple dans mes vidéos parce que c'est très très simple pour moi, je trouve, de partir sur ce genre d'exemple. Une fonction par exemple qui va faire la somme de deux nombres. Ok, et là on va voir quelque chose ici. Donc moi je vais pouvoir par exemple dire, j'appelle une fonction somme, ok, et en lui passant deux nombres quelconques, donc là en l'occurrence deux chiffres, je veux qu'elle me fasse la somme de ça. En tout cas qu'elle me l'affiche. On va pas pour le moment parler de retour de fonction, on va juste voir ça après, mais juste qu'elle m'affiche le résultat de ce calcul là. Ok. Donc cette fonction somme, on va lui faire savoir qu'elle a besoin de ces informations. Elle a besoin de deux informations. Donc je vais lui passer des paramètres pour lui dire un paramètre NB1, un paramètre NB2. Le nom ici, c'est un nom qui va vous servir dans la fonction en elle-même, d'accord? Donc à vous de mettre un nom suffisamment explicite pour que ce soit clair par rapport à ça. Là, ce que je vais faire, document.write, je vais faire nb1 plus nb2. Ok, j'affiche sur mon document ici ce résultat-là. On appelle la fonction, j'actualise et on obtient bien le résultat de l'opération. D'accord? Si c'était des chaînes de caractères comme on l'a déjà vu précédemment, on aurait une concaténation des deux chaînes, en utilisant l'opérateur plus ici, mais c'est des choses qu'on a déjà vues dans les séances précédentes, donc je reviens pas là-dessus. Alors,
Autre chose maintenant, parce que ça c'est pas forcément l'idéal, parce que vous voyez on fait qu'afficher un résultat, moi je veux carrément une fonction qui puisse être installée, un outil, me dire bah peut-être qu'il va y avoir plein d'endroits dans mon programme où j'aurai besoin de faire la somme, même si c'est quand même très simpliste comme exemple, de deux nombres, mais à plusieurs endroits différents. Donc j'ai besoin de récupérer ce résultat, parce que là vous voyez qu'elle me fait la somme de deux nombres, mais pour l'afficher en fait, elle affiche la somme. Jamais en fait on a cette donnée qui est sauvegardée quelque part. Et qu'est-ce qu'on a appris précédemment pour sauvegarder des données en programmation? Eh bien nous avons parlé des variables, ça tombe bien. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est de sauvegarder l'information. Donc si je sauvegarde l'information par exemple comme ça, que je fais result, et que je fais du coup ce calcul là, hop, je déporte le calcul là, ensuite je mets result ici, j'actualise, vous voyez qu'on obtient exactement le même résultat, rien ne change. Pour autant, le problème n'est pas réglé. Si par exemple à un moment donné ici j'ai besoin de mon result, bah regardez, comme tout à l'heure, si je fais un console.log par exemple de result, évidemment je vais obtenir une reference error, d'accord? Comme tout à l'heure. On se retrouve confronté au même problème. Donc comment on fait en fait pour récupérer cette information? Eh bien on va utiliser le retour de fonction, d'accord? Une fonction n'est pas obligatoirement, parce que vous voyez que là j'ai fait 100, mais peut retourner une information. Et ça pareil, j'insiste, parce que sur les formations qu'il y a actuellement sur la chaîne, au moment où je fais cette vidéo JavaScript, il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal avec ça, et des fois même qui me disent par exemple qu'un return d'une fonction, c'est comme par exemple afficher une information, alors que c'est vraiment différent, d'accord? Là on affiche quelque chose à l'écran, sur le document, avec console.log on l'affiche dans la console, et là ce que je vais faire va simplement renvoyer, ça veut dire qu'on va quitter la fonction en disant bah je quitte la fonction et je te renvoie une information dans la portée où tu m'as appelé. Et là la fonction sum, vous voyez on l'a appelée dans la portée globale, donc on va renvoyer cette information dans la portée globale. Et ça tombe bien parce que c'est dans la portée globale qu'on essaye d'afficher ce result. Donc on va le renvoyer, pas de problème, on va faire ceci, return result par exemple. Et là même comme c'est pas très optimisé, on peut faire plus proprement ceci directement, nb1 plus nb2. Tu retournes la somme de nb1 plus nb2. Même pas besoin de passer par une variable intermédiaire. Vous pouvez le faire si pour vous c'est plus lisible, mais ce n'est pas obligatoire. Donc on dit simplement ceci, j'ai une fonction sum, d'accord, qui va donc ne faire qu'une seule tâche, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut qu'elle fasse au maximum une seule tâche, une fonction. Donc là c'est quoi? Bah, l'addition de deux nombres. Comme elle a besoin de deux nombres, il faut lui demander, d'accord, il faut dire bah, que quand tu vas m'appeler, moi la fonction, j'ai besoin d'un premier nombre et d'un deuxième, et tu vas retourner, en quittant la fonction, la somme des deux, d'accord, ici. Maintenant, cette somme doit être, comme on fait un return, elle doit être récupérée. Là, regardez, quand j'appelle ma fonction somme, on récupère rien du tout. On dit juste, bah, j'appelle la fonction, je lui passe deux chiffres, deux nombres, et terminé. Mais là, si je fais encore une fois une actualisation, on voit que result n'existe pas. D'ailleurs, je vais changer le nom. Ici, je vais mettre par exemple res pour changer, pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire let res, et on affecte le retour. En gros, ça il faut le voir, hein, ce que j'ai mis ici, c'est comme si vous disiez, eh bien, je déclare une variable res, et dedans je lui mets le retour de la fonction somme, qui va faire l'addition en fait de 4 plus 3. D'accord? Donc encore une fois, n'oubliez pas que l'affectation c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'expression de droite qui vient en fait affecter l'expression, donc ici la variable qui est à gauche, d'accord? Qui est la L-value. Donc on fait ça, et là à ce moment-là, si j'actualise, alors par contre je l'affiche en console, on ne voit pas bien, alors je vais le mettre dans le document, parce que c'est surtout pour vous que ce soit plus lisible. Et vous pouvez utiliser vos console.log, il n'y a pas de problème. Voilà, et vous voyez qu'on obtient, on retrouve le fameux set. Ok, très important. Donc ça, on peut mettre également result, pas de problème. Encore une fois, le result qui est là n'a rien à voir par exemple à un éventuel result que je ferai ici. Genre si je fais ça, hop, et qu'ensuite je fais return result, ce sont deux variables différentes. Et je pense que vous l'avez compris, parce que rappelez-vous qu'il y a une histoire de portée. Ici, je définis une variable result dans la portée globale. Là, je définis à nouveau une variable result dans cette fonction-là. Par contre, si je l'avais pas redéfinie ici, eh bien, on aurait directement, rappelez-vous, modifié la variable de la portée globale. Puisque si par exemple je fais ça, juste, ça fonctionne aussi. Puisque comme ici on est dans la portée globale, hein, fonction sum est définie dans la portée globale, result, elle y a accès. Ok, bien évidemment, en tout cas en faisant les choses dans le bon ordre, parce que là vous voyez qu'elle me dit qu'elle ne peut pas accéder tout simplement à la déclaration, parce que je l'ai faite en fait ici. Donc il faudrait que je fasse ça, en réalité, let result par exemple, en mettant je sais pas moi 0, on fait ceci, et ensuite result on l'appelle comme ça, voilà. Et là ça fonctionne.
Toujours pareil, c'est par rapport à l'ordre des instructions, ok. C'est qu'au moment là où j'avais appelé somme, bah, la variable n'existait pas encore, puisqu'on l'a déclaré ici. Donc pas de problème en procédant de cette manière-là. Donc voilà comment ça fonctionne. On peut utiliser ce mot-clé return, et à partir du moment où votre programme va exécuter le return, attention, ça ne veut pas dire que quand il y en a un, parce que vous pouvez avoir des fonctions où selon les conditions, vous avez plusieurs returns. Hein, je peux très bien faire, alors ce serait bizarre, mais je peux très bien par exemple faire ceci. Si NB1 est plus grand par exemple que NB2, alors ça va être très bizarre comme exemple, mais c'est histoire de montrer que c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs returns dans un programme. On peut faire ça, et sinon par exemple, on peut faire return, je sais pas moi, tu retournes que NB1, ce qui du coup n'aurait plus de sens par rapport au nom de ma fonction. Hein, on peut dire par exemple, je vais l'appeler strange sum, voilà. Elle fait une étrange somme, hop, comme ceci, et voilà. Donc vous voyez là j'ai deux instructions return, ça veut pas dire qu'elle va exécuter les deux. C'est juste que il faudra qu'elle en exécute à un moment donné l'une ou l'autre, d'accord. C'est une fonction qui va retourner quelque chose, et tout va dépendre, mais ça vous l'avez vu précédemment, de la condition, voilà, qui sera effectivement appliquée, validée. Et à partir du moment où un return est exécuté, on quitte la fonction, d'accord. Il n'y a pas de on reste dans la fonction après un return, non, non. C'est si ça s'est exécuté, ou si cette instruction est exécutée, on sort obligatoirement de la fonction en renvoyant l'information qui est là. D'accord. Et pour la récupérer, cette information qui est renvoyée, eh bien, il faut faire comme ici, il faut l'affecter à une variable ou éventuellement l'afficher directement. Hein, si je fais ça, je pense que maintenant vous l'avez bien compris tout ce qu'on a vu, c'est exactement pareil. Là ça veut dire, bah voilà, j'ai une fonction write qui attend de lire une information, tu vas lire quoi? Bah le retour de strange sum. Et comme elle renvoie, ça tombe bien un résultat, eh bien, vous voyez qu'elle peut l'afficher sans problème. Voilà. Donc soit on l'affiche directement, soit on passe par une variable intermédiaire en récupération, d'accord, de l'information qui va être retournée par la fonction. Voilà. J'ai pris le temps d'expliquer ça parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident, et encore une fois vous m'écrivez beaucoup, vous m'envoyez beaucoup de messages, de commentaires ou autres par rapport à des soucis de compréhension vis-à-vis de ça, justement, du retour de fonction. Donc exceptionnellement j'ai encore un peu plus insisté sur ce cas en fait très important, puisque ça bloque pas mal de gens et c'est un peu dommage de bloquer pour ça. Voilà. Tout est dit ici, on a parlé des fonctions, on a vu comment les définir, comment les utiliser avec l'appel, et on a vu notamment le système de paramètres, mais on a encore d'autres éléments. Pareil, petit point de vocabulaire, très important, qui est quand même à savoir, quand on définit une fonction, on parle, parce que des fois vous verrez que j'emploie les deux termes, alors histoire de ne pas vous perdre, on parle de paramètres, d'accord. Ici c'est une fonction qui prend deux paramètres quand je la définis, et lors d'un appel, d'accord, lorsque j'appelle cette fonction, on dit qu'elle attend des arguments. Mais c'est en fait la même chose, d'accord. C'est juste que l'argument c'est le terme qu'on emploie lors de l'appel d'une fonction, et les paramètres c'est les termes qu'on emploie pour la définition d'une fonction. Mais c'est évidemment la même chose, hein. Ce que vous donnez en argument, c'est ce qu'elle va utiliser en fait comme paramètre pour son traitement. Voilà un petit peu pour le point, on va dire la minute vocabulaire par rapport à ça. Alors comment ça se passe également au niveau de ces informations ici? On va refaire un exemple très simple, on va repartir, je vais tout noter. NB1, NB2, ici on va faire un return de NB1, tac, et ensuite je vais pas passer par une variable intermédiaire, on va juste faire somme, oui je peux même passer par des noms par contre, hein. Je peux faire par exemple number N1 comme ceci, on va mettre par exemple 14, on fait let N2 égale 66, et ensuite voilà, on n'a plus qu'à faire N1, N2. On peut très bien faire ça comme ça. Ok, définition de fonction, on crée dans la portée globale deux variables, ok, et ensuite on affiche l'appel, donc le retour de l'appel de la fonction sum en passant en argument pardon, nos deux variables. Voilà, très simple, je peux réactualiser, on obtient bien 80 qui est bien la somme de 66 plus 14. On est d'accord là-dessus, pas de problème. Chose que vous pouvez faire au niveau des paramètres, qui est bien savoir, c'est que vous pouvez avoir des paramètres optionnels. Là, comme on dit à cette fonction qu'elle a besoin en tant que paramètre de deux nombres, on est obligé d'indiquer ces deux nombres. Si à un moment donné, par exemple, je me contente de faire ça, de dire j'appelle la fonction en passant qu'un seul des deux paramètres, on aura une erreur, d'accord? Donc là c'est une erreur not a number pour le coup, mais c'est simplement une erreur qui indique, voilà, dans tous les cas, et vous pouvez avoir d'autres erreurs en fonction des paramètres demandés, que vous n'avez pas le fonctionnement attendu puisqu'il vous manque des paramètres. Si vous voulez avoir des paramètres facultatifs, il faudra leur donner une valeur par défaut. Comment ça fonctionne? C'est très très simple, c'est juste un petit changement dans la définition de la fonction. Il suffira de dire pour le paramètre en question, donc notamment sur les derniers, de dire bon le NB1 est obligatoire, ça on peut pas échapper. Par contre le NB2, si la personne ne le renseigne pas lors de l'appel, on lui mettra la valeur de 10 par défaut. Et là si j'actualise, ça fonctionne. Il va faire le calcul du coup de N1, donc 14, plus la valeur par défaut qui est de 10, et on obtient bien 24. Ok. On peut faire pour les deux.
ce qui pour le coup n'aurait pas vraiment de sens, que ça veut dire que si vous mettez aucune information en argument lors de l'appel de somme, elle fera en fait, elle vous renverra toujours 15. Voilà, c'est un peu bizarre comme exemple, mais c'est que vous compreniez un petit peu le principe. Voilà, et ça retourne effectivement bien 15. Donc voilà comment ça fonctionne pour les paramètres optionnels, en tout cas les paramètres facultatifs. Vous leur mettez ici une valeur par défaut dans la définition, avec un simple égal pour dire, eh bien, si n bien ici n'a pas été renseigné, on lui met par défaut la valeur de 5, et ici pour nb2. On peut passer pas mal d'informations de cette manière. Autre point, je l'indique juste au niveau de la syntaxe, je ne vais pas montrer d'exemple dessus parce que je ne veux pas faire trop long au niveau de la vidéo, et on aura de toute façon l'occasion de l'utiliser en pratique, d'accord, soit dans les exercices, même au niveau du cours, la possibilité de passer à un nombre de, attendre en tout cas un nombre de paramètres variable, donc un nombre de paramètres même infini. Il suffit pour cela de mettre tout simplement 3 petits points. Et vous faites par exemple comme ceci, d'accord? Et là, on aura bien évidemment un nombre variable d'arguments. Si on passe ici lors de l'appel une seule information, on n'en aura qu'une seule dans args, sinon on en aura 2, 3, 4, et on peut en avoir tout un tas. Et là après, il faut pouvoir travailler avec cette variable args, et on le verra un peu plus tard. Donc je vous le dis quand même pour que vous sachiez que ça existe, et qu'on aura l'occasion de voir ça un peu plus tard sur la formation. Vous mettez 3 points, vous mettez un nom ici, et vous pouvez passer tout un tas d'arguments, donc un nombre d'arguments théoriquement infini, donc un nombre d'arguments variables lors de l'appel de votre fonction. Voilà, c'est ça qu'il fallait savoir par rapport à cette partie-là. J'ai pris mes notes, je voulais vous parler de ça, tout est dit, on a parlé de paramètres, on a parlé des retours. On va pouvoir aborder... la portée, on en a parlé en fait. Il manque juste un élément, et on en parlera par la suite, parce que je voulais vous parler des fonctions... fonctions imbriquées, ça on va en parler effectivement, parce que je voulais pas l'oublier, j'avais peur de l'oublier, donc on va en parler. On va imbriquer une fonction dans une fonction. Et là, on va revenir un peu sur la portée, parce que vous avez vu que la portée, c'est pas forcément évident au départ, et comme je vous l'ai dit en plus, selon le langage de programmation que vous faites, vous n'allez pas avoir les mêmes règles. Donc si vous faites du Python, du C, du Java, du C#, du JavaScript, selon le langage avec lequel vous programmez, la portée des variables, par exemple, dans les fonctions, les méthodes, les classes ou autres, sera différente. Donc il faut vraiment faire attention, et vous allez très souvent, ça arrivera, vous tromper dans le principe de portée de chaque chose. Donc on est surtout quand on aborde pas mal de langages, c'est quelque chose avec lequel on peut se tromper parce qu'on confond un langage avec un autre par rapport à ça. Donc ce n'est pas évident. On va faire une chose très particulière maintenant. Comment je peux faire ça? On va faire une fonction. Alors, une fonction très basique, rien de particulier. Je vais juste faire ça comme ça. Ici, je vais passer, par exemple, une donnée. Encore une fois, on va mettre ceci. D'accord. Et ici, je redéfinis une fonction à l'intérieur de ma fonction. Je mets ceci. Ok. Je lui passe pas de paramètres non plus, enfin elle attend pas de paramètres en tout cas. Et là je vais faire juste un document.write. C'est pour que vous voyez un petit peu comment que ça se passe au niveau de la portée. Comme ceci, d'accord? Premier test qu'on peut s'amuser à faire, c'est d'appeler directement another function, comme ceci. Vous voyez, j'appelle la fonction qui est déjà imbriquée. Alors d'ailleurs là il va mettre quoi l'éditeur? Que sa valeur n'est jamais lue. Oui, c'est normal parce qu'en même temps on ne l'utilise pas ici. C'est logique. Donc déjà si je fais ça c'est vraiment pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. On a une référence error, normal. On essaye depuis la portée globale d'appeler une fonction qui est imbriquée dans une autre. Donc là vous voyez on est dans une portée qui est trop éloignée, on ne peut pas faire ce genre de choses. Maintenant je me dis, et si je fais ça? J'appelle directement, ici dans la portée globale on définit SomeFunction, et je l'appelle dans cette fameuse portée globale. Qu'est-ce que ça donne à l'exécution? Ça fonctionne. Par contre on ne voit rien tout simplement parce que vous voyez dans cette fonction, imaginez en fait que cette partie n'existe plus, function etc, que ça devient votre portée globale, ce que je viens de surligner. Du coup on voit bien qu'ici je déclare une variable data, je définis une fonction mais à aucun moment je l'appelle. Donc c'est normal en fait qu'on n'a rien d'affiché à l'écran. C'est ici qu'il va falloir faire l'appel à another function. D'accord? Et là j'actualise et on a bien l'affichage qui se fait. Donc voilà comment ça fonctionne. Du coup même principe. Si on prend des fonctions imbriquées, c'est un petit peu en fait comme si cet endroit-là, tout ce que je surligne là, devient la fameuse sous-portée globale, on va dire. Donc, pour cette fonction, d'accord, comme elle a été déclarée dans cette sous-portée globale, elle a accès à toutes les informations de cette portée-là. Donc, en d'autres termes, pour être plus exact, plus technique, une fonction imbriquée a accès aux données, d'accord, membres, aux variables, aux attributs, comme on verra plus tard en objet, de sa fonction parente. D'accord, la fonction parente, c'est celle où elle a été créée, en fait, la fonction dans laquelle elle a été définie. Donc comme elle a été définie dans SomeFunction, elle a accès aux données de SomeFunction, notamment data, et du coup, je peux sans problème faire référence à ça, il n'y aura pas d'erreur à l'exécution. Aucun problème de ce côté-là. En revanche, comme tout à l'heure, si je déclare quelque chose dans another function et que j'essaye d'appeler dans la portée ici, ça ne fonctionnera pas. L'inverse ne fonctionnera pas, comme on l'a déjà vu. Voilà pour ça.
Vous verrez que dans certains cas c'est utile, donc pareil je vais pas forcément rajouter plein d'exemples parce que ça commence à faire assez long comme vidéo, ça fait une demi-heure là d'enregistrement, mais on attendra d'avoir des cas plus pratiques, notamment dans les exercices, pour que vous voyez l'utilité d'utiliser des fonctions imbriquées. Là tout de suite c'est vrai que l'exemple n'est pas forcément suffisamment clair et surtout vous n'êtes pas encore suffisamment loin dans le cours pour qu'il y en ait véritablement pour vous une utilité. Mais sachez qu'on peut faire ça, imbriquer des fonctions dans des fonctions, et il n'y a pas vraiment de limite, hein. Je peux très bien ici définir à nouveau une autre fonction, etc., etc. Donc on peut comme ça faire des imbrications de fonctions. Passons sur cette partie. Autre point très essentiel et qui terminera plus ou moins le cours, qui est du coup la partie pour le coup très intéressante, les expressions, d'accord, on va avoir une expression de fonction, donc ce qu'on peut retrouver notamment pour faire de la fonction anonyme, et ensuite on parlera des fameuses fonctions fléchées, hein, qui est quand même quelque chose d'assez récent au moment où je fais cette vidéo, donc on va aborder ça. Alors vous avez vu que jusqu'à présent on s'amusait à faire ceci. Par exemple on va faire un truc très simple, tiens, on va faire hello world, voilà, comme ceci, document, hop, d'accord, et ensuite on s'occupait de l'appeler comme ceci, d'accord, voilà, hello world, pas de problème là-dessus. Je vais pouvoir faire une expression de fonction, c'est-à-dire que là c'est simplement une fonction, le terme qu'on emploie, puisqu'elle est définie dans le corps du code, d'accord, dans le corps du fichier, directement dans la portée ici globale, on définit une fonction et ensuite on l'appelle. Pour obtenir une expression de fonction, il faut que cette fonction devienne à elle-même une expression en fait. Et une expression, on l'a déjà vu, c'est quelque chose qu'on peut définir par exemple dans un calcul ou qu'on peut définir pour l'affectation d'une variable. Donc ce qu'on va juste faire, c'est ça en fait. On peut utiliser var aussi, mais bon, même si var était quand même à éviter aujourd'hui, hein, le mot-clé var, mais nous on l'avait vu dans le cours parce que c'est bien de savoir que ça existe, et vous pouvez des fois le retrouver dans certains codes. Mais là on va faire ça, on va dire ceci, et on va faire écrire en fait tout de cette manière-là. Là comme j'ai une expression, j'oublie pas un petit point virgule, comme on le fait dans toutes les instructions en JavaScript. Et du coup, là si j'actualise juste avec ce changement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai une reference error, ça ne fonctionne plus de cette manière-là. D'accord, je ne peux plus me dire, bah tiens, je l'appelle de cette manière-là. Pour l'appeler, je vais faire ça. Et là, ça fonctionne. Ok. Donc, j'ai une variable à laquelle j'affecte en fait la définition d'une fonction. Et c'est ce qu'on appelle une expression de fonction. Ok. Et vous l'appelez du coup par rapport au nom à laquelle vous avez affecté, d'accord, la variable dans laquelle vous avez affecté en fait cette expression de fonction, cette fonction. Et vous obtenez tout simplement la même chose. Donc ça permet des fois, vous voyez ici la fonction s'appelle hello world, pourtant à l'appel je sais pas le nom que j'emploie. Donc ça permet d'avoir pas mal d'usages. Pareil là on n'a pas encore suffisamment d'éléments par rapport à tout ce qu'on a vu sur ce cours pour vous envoyer véritablement l'utilité, mais vous verrez quand on va travailler par exemple sur des collections, sur notamment quand on va faire de la programmation objet, ça va énormément nous servir. Notamment quand on aura par exemple des fonctions qui auront besoin d'utiliser d'autres fonctions directement à la volée lors de l'appel, on pourra faire des choses comme ça, donc ce sera quand même très pratique. Voilà, ça c'est bon. J'ai oublié de dire d'ailleurs aussi, très important, quand on a une fonction imbriquée dans une autre, on appelle ça une closure, d'accord, ou une fermeture si on veut employer le terme français. Voilà, c'est les termes que vous verrez un jour. Si un jour vous entendez parler de closure ou de fermeture, c'est tout simplement le fait d'avoir une fonction dans une autre. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve comme ça. Il y a des petits termes que vous pouvez comme ça retrouver un petit peu si vous lisez des livres, si vous regardez sur d'autres supports. Donc c'est bien de les savoir. Passons maintenant à un autre élément qui va nous servir pour le coup. C'est-à-dire que là c'est pareil, ce que je peux faire aussi, je l'ai pas forcément dit, on va faire par exemple, comment je peux faire ça? Somme, comme ceci, et là je vais mettre même n'importe quel nom, regardez, j'enlève le nom de la fonction, voilà, je vais lui passer x, y, et ici je vais lui faire par exemple return de x plus y. On peut mettre tout sur une ligne, hein, si on veut, voilà, si on veut vraiment être économe en nombre de lignes de fichiers, et on peut écrire ça comme ça. Et là du coup en faisant ça, je lui passe ceci, j'actualise, évidemment ça return, donc c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, document.write, voilà, parce que si on affiche rien, on risque pas d'avoir un affichage, et voilà, d'accord. Donc là qu'est-ce que je viens de faire? Très simplement, j'ai fabriqué donc une expression de fonction anonyme, d'accord. En gros, on n'a pas besoin d'avoir de nom pour cette fonction puisqu'on passe par une variable ici. D'accord, on l'affecte à une variable pour obtenir une expression de fonction. Donc je dis, je crée une fonction anonyme, vous voyez qu'elle n'a pas de nom. Je lui indique le nom de paramètre si on en a besoin et ce qu'elle fait comme instruction. Et du coup, je l'affecte à cette variable somme. Je n'ai plus qu'à passer par cette variable pour faire mon appel et on retrouve toutes les règles habituelles, hein, de l'appel, des arguments, tout ce qu'on a vu, le return, tout ça. Ça, c'est ce qu'on faisait en tout cas sur ECMAScript 5, d'accord, c'était la notation qu'on avait.
ECMAScript 6 introduit en fait tout simplement la notion de fonction fléchée, voilà ce que je vous avais dit, je vous avais sorti en début de vidéo, et va simplement changer, alors déjà changer la syntaxe, donc la manière d'écrire, on va écrire de manière encore plus raccourcie ce type d'expression de fonction, et va avoir aussi quelques petits changements au niveau du comportement, en tout cas des choses qu'elle peut gérer, mais on en reparlera un petit, ça je vais juste en faire référence maintenant, parce qu'on en reparlera plus tard, parce qu'encore une fois on n'a pas fait de programmation objet, notamment concernant le mot-clé this, donc ça je m'adresse surtout à ceux qui programment déjà en JavaScript, qui savent de quoi je parle. Pour comment s'appelle la valeur de arguments, c'est-à-dire quand vous créez une fonction, vous avez une donnée arguments qui va récupérer en fait l'ensemble des arguments, qui du coup n'est pas géré par une fonction fléchée, et d'autres choses aussi de ce genre, voilà, qu'on abordera un peu plus tard. Donc je vous les cite rapidement, mais on aura l'occasion de toute façon d'en reparler quand on fera de la POO plus en détail en JavaScript. Donc pour cette fonction fléchée, comment on va changer la notation? Déjà, alors ça peut être une fonction nommée, mais c'est pas forcément intéressant dans notre cas. On va lui retirer le mot-clé function, qui ne sert plus à rien. On lui indique, comme d'habitude, éventuellement, ou pas obligatoire, des paramètres. S'il n'y a pas de paramètres, vous laissez des parenthèses vides, d'accord? Ça rejoint exactement le même principe. Alors je vais mettre ici XY. Et ensuite là, on va lui mettre tout simplement la fameuse flèche, qui indique voilà, qu'on a une fonction fléchée. À l'intérieur, vous lui mettez toutes les instructions à réaliser, et il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'ailleurs, je peux même enlever ce petit point virgule si je veux, étant donné qu'il n'y a que ça, et il n'y a pas de problème. Et là, j'actualise, on obtient la même chose, d'accord? Donc c'est une manière plus raccourcie, ok, de faire ce genre de fonction, avec par contre, attention, un petit changement de comportement, surtout si vous faites de la programmation objet, vous verrez que ça ne se comporte pas forcément de la même manière. On en parlera de toute façon plus en détail par la suite. Alors logiquement, quand on n'a qu'une seule instruction, on peut même normalement se passer du mot-clé return parce que c'est un retour en fait implicite qui est fait, et moi je ne sais pas pourquoi, vous avouerez, alors peut-être que peut-être que tout n'est pas à jour sur le navigateur, j'en sais rien, mais si je fais ça, j'obtiens simplement une erreur undefined. C'est-à-dire que normalement, si vous n'avez qu'une seule instruction, une fonction fléchée retourne de manière implicite à un résultat, et le problème c'est que ici, dans ces cas-là, on obtient un undefined, donc à voir. Donc on va le laisser pour être sûr voilà, qu'il n'y ait pas d'erreur. En tout cas, voilà comment ça se passe. Donc très simplement, en fait, vous avez, pour schématiser un petit peu le principe de la fonction fléchée, vous avez ici vos arguments éventuels, hein, ils sont pas obligatoires, hein, absolument pas obligatoires, la fameuse flèche, ok, et ensuite entre accolades vos instructions. Et pareil, une seule instruction, plusieurs, tout dépend. Voilà, donc c'est quand même très simple à écrire, hein, ce genre de choses. On raccourcit un petit peu, pas de mot-clé function comme on a pu le voir. Voilà, donc c'est pas obligatoire, hein, on n'est pas obligé de s'en servir. Vous verrez par contre que quand on travaille avec des collections ou même en objet, bah, ça fait gagner beaucoup de temps, donc ça a quand même un intérêt après en nombre de lignes de code et surtout au niveau de la programmation en elle-même, au niveau des algorithmes, qui a un intérêt de s'en servir. Mais encore une fois, ça n'a rien d'obligatoire, c'est quand même assez récent aussi. Donc si c'est inutile pour vous tout de suite, ou peut-être même trop compliqué à utiliser, ça se peut, vous pouvez très bien vous en passer, hein, le fonctionnement des expressions de fonction se suffit à lui-même aussi et fait très bien le travail, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va en rester là, parce que ça fait déjà beaucoup de choses qui ont été abordées, je pense que c'est déjà pas mal. Encore une fois, je le rappelle, on reviendra bien évidemment sur quelques aspects des fonctions quand on sera arrivé un peu plus loin sur cette formation JavaScript. Donc vous inquiétez pas s'il y a des choses peut-être qui n'ont pas été suffisamment détaillées, c'est parfaitement normal, il vous manque des éléments pour qu'on puisse justement les détailler et que ça puisse avoir du sens pour vous. Donc on verra ça par la suite. N'hésitez pas à faire quelques petits codes, hein, pour revoir tout ça, à suivre éventuellement en parallèle. Donc ça dépend évidemment du moment où vous regardez cette vidéo, mais comme pour toute formation, vous allez retrouver une playlist d'exercices toujours qui est voilà rattachée à un cours en particulier pour pouvoir faire quelques petits cas pratiques pour bien assimiler justement ce que vous avez pu voir dans le cours. S'il y a des questions dans les commentaires, n'hésitez pas non plus, hein, pour que je puisse y répondre, pour que vous ne soyez pas bloqué par rapport à ça. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite, hein, de cette formation au JavaScript. À bientôt tout le monde, des bisous et prenez soin de vous, ciao ciao.